Les yeux hagards, les tempes bourdonnantes, cherchant en vain un second souffle qui n'est pas au rendez-vous, Fred Lords progresse de moins en moins vite, de plus en plus péniblement. D'horribles crampes lui labourent à présent les mollets. Il est seul, désespérément seul. Tous les attardés l'ont maintenant dépassé. Le voilà solidement installé lanterne rouge de ce marathon olympique. Non, en vérité, il ne rappelle en rien le glorieux soldat qui, 24 siècles plus tôt, voula littéralement de marathon à Athènes pour annoncer la victoire des Grecs sur les Perses. Il en est indigne. Seul point commun peut-être entre eux, leur fin tragique. Pour Lords, il ne fait aucun doute qu'il va périr d'épuisement, mais prématurément, et non après l'exploit, comme ce fut le cas pour le héros de l'Antiquité. D'ailleurs, à présent, ses pauvres jambes refusent tout service. Mieux, elles se dérobent, et tout à coup, c'est comme si la terre l'aspirait. Le voilà qui se retrouve étendu de tout son long. Il n'a pas la force de se relever. Cette fois, c'est la fin. Fred Lords, le marathonien, va mourir. Nous sommes en 1904. Succédant à Athènes et Paris, Saint-Louis du Missouri a obtenu d'organiser les 3e Jeux Olympiques, après une lutte à couteau tiré avec sa rivale, Chicago. Saint-Louis est en liesse. Pas tellement dans l'attente d'exploits sportifs, il faut bien l'avouer, mais essentiellement parce qu'elle célèbre le 100e anniversaire du rattachement de la Louisiane à la Confédération. En 1803, le futur Napoléon Ier, moyennant 15 000 $, a bradé cet État aux États-Unis. La ville compte 600 000 âmes, et le clou des festivités, c'est l'exposition internationale. Les Jeux Olympiques, eux, ne sont qu'une attraction supplémentaire, où le sport est traité d'ailleurs bien à la légère. La défaite du Sud dans la guerre de sécession n'a pas pour autant mis un terme à la ségrégation. Elle demeure florissante. La preuve, les athlètes à la peau noire sont bannis des JO de Saint-Louis. Ils ont des épreuves, mais à part. Tout juste leur a-t-on adjoint le renfort de Turcs et de Syriens, en dépit des protestations de ces derniers. Cependant, malgré la notoriété discrète dont jouit encore le sport dans les mœurs, le marathon, épreuve reine des Jeux Olympiques, ne va pas passer inaperçu. D'abord, le départ est retardé. Alors que le thermomètre marque 34 degrés, on laisse les concurrents rôtir en plein soleil plus d'une demi-heure. Curieuse mise en jambe pour les 31 courageux qui ont à leur programme une bonne quarantaine de kilomètres à parcourir, pimentés par l'ascension de 7 collines. Le responsable de ce retard est un Cubain, Félix Carvajal, facteur de son état. Il a fait sensation en se présentant vêtu d'un pantalon et d'une chemise si longue qu'elle aurait pu passer pour une chemise de nuit. Aux pieds, des chaussures de ville. Folie de vouloir participer à la course dans cette tenue et par cette canicule. Hélas, il n'a ni short ni maillot. Heureusement, un Dior avant la lettre s'est manifesté et, armé d'une paire de ciseaux, a transformé le pantalon du facteur en bermuda et ramené, malgré les protestations du propriétaire, la chemise de nuit aux dimensions d'une chemisette. Enfin, un spectateur complaisant s'est déchaussé et a prêté ses espadrilles aux Cubains. Les chances de Carvajal, ainsi sportivement sauvegardées, le départ est enfin donné. Quel départ! Quelle pagaille surtout! Des énergumènes éméchés ayant tiré des coups de feu en l'air, les chevaux des agents de la circulation chargés d'ouvrir la voie aux marathoniens ont pris peur. Les ruades des chevaux ont provoqué la chute de quantité de vélocipédistes qui accompagnent les coureurs. Bref, un enchevêtrement inextricable, mais miracle, plus de peur que de mal. De ce magma humain, animal et mécanique, les athlètes se sont extirpés, la course ne sera pas faussée. Très vite, le peloton s'est effiloché. En tête, les ténors, Thomas Hicks et Sam Mellor sont là, ainsi qu'un inattendu, l'étudiant new-yorkais Fred Lords. Il y a bien entendu aussi le grand favori, Arthur Newton, soi-disant frustré de la victoire 4 années plus tôt à Paris. Newton avait prétendu avoir été en tête de bout en bout de l'épreuve, alors que 4 concurrents étaient arrivés avant lui. Hallucination due à la fatigue, avaient dit les Français. Arnaque, avaient répliqué les Américains. Cette année, les Américains peuvent être tranquilles. Sur 32 concurrents, 19 défendent la bannière étoilée. Ce serait bien le diable si la victoire leur échappait. C'est d'ailleurs une des grosses lacunes de ces JO. La Louisiane est d'accès difficile et la participation étrangère est fantomatique. Et pourtant, en ce début de course, la vedette n'est pas un représentant de l'oncle Sam, mais bel et bien le brave facteur Félix Carvajal, dont la tenue vestimentaire fait sensation dans les rues de Saint-Louis. Ovationné, le Cubain imprime à l'épreuve un train d'enfer. Il caracole littéralement.
Caracoler ne sera bientôt plus l'expression qui convient pour décrire l'allure du présomptueux Fred Lords. Est-il parti trop vite? Est-ce la chaleur? Une digestion laborieuse? Toujours est-il qu'après quelques kilomètres, Lords, les jambes soudain lourdes, a dû laisser filer les hommes de tête, puis a rétrogradé. Et maintenant, il gît sur le chemin. Combien de temps reste-t-il ainsi prostré? Il ne saurait le dire. Lorsqu'il émerge de son inconscience, il constate d'abord qu'il respire encore, et que le sacrifice de sa vie n'est peut-être pas indispensable. Il va abandonner, voilà tout. Devant lui, loin devant lui, 18 compatriotes ne défendent-ils pas les chances de la mère patrie? Pour autant, son calvaire est-il achevé? Pas l'ombre d'une voiture sanitaire. Cela signifie en clair qu'il doit regagner Saint-Louis par ses propres moyens, et pour cela, ne compter que sur ses jambes endolories. Perspective démoralisante. Une pétarade lui fait lever la tête. Est-ce une providentielle voiture balai, si chère, au cœur des défaillants? C'est bien une de ces machines fumantes, asthmatiques et aux cuivres étincelants dont commencent à rêver tous les amateurs de vitesse. Mais apparemment celle-ci appartient à un particulier. Le visage du conducteur disparaît, comme absorbé par un casque de cuir et d'immenses lunettes de protection. Lords trouve la force d'agiter un bras, sans se douter qu'il devient ainsi l'un des pionniers de l'autostop. Dans un grincement apocalyptique, le monstre à 4 roues stoppe. Prestement, le chauffeur a sauté à terre et relève cet épouvantail en culotte courte et aux jambes flageolantes. À la vue de ce visage livide, se demande-t-il si son propriétaire n'est pas entré en agonie? Cependant, d'une voix blanche et hachée, Lords trouve la force de se présenter. Il raconte la terrible défaillance dont il est victime. Entre sportifs, la solidarité n'est pas un vain mot, et le pilote va ramener l'athlète vaincu à Saint-Louis. L'ange sauveur descendu de sa voiture aide le moribond à s'y hisser. Lords se laisse choir sur la banquette, ferme les yeux. Une eau fraîche glisse bientôt entre ses lèvres desséchées, l'irrigue. L'obligeant conducteur l'aide à boire, lui sourit, le réconforte. La vie de Lords, qui ne tenait plus qu'à un fil, en récupère soudain plusieurs écheveaux. Et même, narquoise, l'idée de recourir les fleurs. Il la rejette. L'automobile repart. Crispé à son volant, occupé à éviter les ornières, le chauffeur se désintéresse de son passager. Doucement, Lords récupère. Ses jambes sont moins douloureuses, et comme par enchantement, son estomac a comme cessé d'exister. Sa digestion serait-elle achevée? Autre stimulant, cruel celui-là, la vue des spectres suants sang et eau que la voiture dépasse un à un et qui ne sont autres que les concurrents qui le précédaient. Là-bas, il y a un attroupement. L'automobile a ralenti. Et au passage, Lords a eu le temps de reconnaître une forme humaine affaissée dans la poussière. À son accoutrement, aucun doute n'est permis. C'est le petit Cubain, victime à son tour d'une défaillance. En fait, Carvajal, contrairement à Lords, ne s'est pas suffisamment alimenté avant la course et a été trop prodigue d'efforts au début de celle-ci. La fringale l'a saisi vers le 20e kilomètre. Avisant un pommier, il l'a soulagé de quelques fruits, verts hélas, et présentement de terribles coliques assaillent le malheureux facteur. Il se tord de douleur. Il repartira cependant et terminera 4e. La remontée des forçats de la route se poursuit. On arrive à la hauteur des hommes de tête. Voici Newton. Avec son faciès de crucifié, on peut tabler qu'au Panthéon des martyrs, il a désormais sa place. Il ne mène pas. Un maillot rouge le devance. Dans cet automate à la foulée raidie, Lords a bien du mal à identifier Thomas Hicks. Le pauvre. Lui aussi est à la peine. Il progresse certes, mais en zigzagant, comme si le trajet n'était pas assez long. Entend-il seulement les encouragements que lui prodigue son entraîneur, juché sur un vélocipède? Et dire qu'une dizaine de kilomètres séparent encore Thomas Hicks du but? Ce marathon couru dans des conditions climatiques infernales est inhumain, ne cesse de se répéter Lords. Heureusement pour lui, dans une petite heure, il sera à Saint-Louis, et à défaut de gloire, un bain réparateur vaudra toutes les médailles. Son optimisme, soudain se tempère. La fière machine qui les transporte à vive allure émet une sorte de quinte. Anormal ce bruit étrange. Alarmant surtout. La vitesse décroît à tel point qu'à présent la voiture ne dépasserait pas un promeneur du dimanche. Et tout à coup, après un ultime hoquet qui ressemble au cri d'une bête blessée à mort, elle s'arrête. Le pilote se précipite, soulève le capot, plonge la tête dessous. L'auscultation se prolonge. « Qu'est-ce qu'il y a ?» s'informe poliment Lords, ne le voyant pas réapparaître.
Hélas, le diagnostic est sans appel. C'est la panne. Fred Lords n'est pas un saint, on va bientôt le constater, mais ce garçon n'est pas un ingrat. La détresse de son sauveur l'émeut et il propose, non de dépanner le véhicule, il ne connaît rien à la mécanique, mais d'aller chercher du secours, à Saint-Louis, distant maintenant d'à peine 5 petits kilomètres. Et sans l'ombre d'une hésitation, il s'élance. Ses longues jambes se déploient à un rythme qui le sidère, plus l'ombre d'une crampe et même une certaine élasticité retrouvée. Mieux encore, une certaine joie de courir. Dommage cette défaillance. Dans les faubourgs de la ville, peu de monde, mais les quelques passants qui musardent regardent avec curiosité et sympathie ce jeune Américain courageux. On l'applaudit, on l'encourage. Il me croit encore dans le coup, songe Lords. N'empêche qu'instinctivement, il force l'allure. Effectivement, les témoins sont étonnés en voyant cet athlète à la foulée aussi harmonieuse que décontractée. N'a-t-il pas pourtant plus de 40 kilomètres dans les jambes? C'est stupéfiant, un phénomène ce Lords. Cette admiration qu'il lit sur les visages et dans les encouragements qu'on lui prodigue le stimule de plus en plus. Il sourit, salue et poursuit sa route, en direction du stade. Après tout, ne doit-il pas récupérer ses affaires? 2000 spectateurs impatients sont entassés sur les gradins de l'université de Washington, où va être jugée l'arrivée de ce marathon. On sait déjà que le temps ne sera pas fameux et que le vainqueur ne battra pas de record. Qu'importe. Dans la tribune d'honneur, coiffée d'un immense chapeau, la souriante et minaudante Miss Alice Roosevelt, fille du président, a pris place. C'est une année électorale. Papa Théodore brigue un second mandat. La famille est mobilisée. Dans toutes les manifestations importantes, il y a toujours un ou une Roosevelt. Une rumeur venue de l'extérieur et qui va s'amplifiant indique que d'un instant à l'autre, un concurrent va pénétrer sur la cendrée. Le voilà! Un immense cri jaillit de 2000 poitrines, saluant l'entrée de celui qui va inscrire son nom au palmarès de la plus glorieuse épreuve des Jeux Olympiques. Littéralement porté par les acclamations d'une foule en délire, l'Américain Fred Lords accomplit le dernier tour à une allure incroyable. Il se permet même dans l'ultime ligne droite de pousser un sprint étourdissant. C'est fabuleux, c'est prodigieux les ressources de ce champion hors du commun. La ligne d'arrivée franchie, Lords est assailli de toutes parts, soulevé de terre, porté en triomphe jusqu'à la tribune officielle. En vain essaie-t-il d'expliquer qu'il y a méprise, mais dans cette cacophonie, personne ne songe à l'écouter. Le voilà maintenant aux côtés de Miss Roosevelt. Bien qu'il soit d'une propreté douteuse, la fille du président n'hésite pas. Elle serre contre son cœur le beau champion. Son chapeau en vacille. Un photographe est là pour fixer cet instant unique. Les acclamations redoublent. Lords est alors pris d'un fou rire inextinguible. On s'étonne un peu. Réaction de défoulement normale, dit-on autour de lui. En vérité, c'est une pensée qui provoque l'hilarité de Lords. Il s'imagine déclarant à Miss Roosevelt « Vous savez, il y a erreur, j'ai fait une partie de la course en voiture. » Pour autant, il se tait, et puisqu'on le considère comme le vainqueur, il joue au vainqueur, serre les mains, répond aux compliments, signe des autographes, propose même de faire un tour d'honneur. Prévenu, le médecin de service accourt, affolé. Il s'oppose formellement à tout nouvel effort. Ce serait risquer la mort du soldat de marathon, déclare-t-il emphatiquement. Aussi le tour d'honneur, Lords l'accomplit-il sur les épaules de ses admirateurs. Comme le triomphe s'apaise quelque peu, soudain, un profond silence glace le stade. Tous les regards ont convergé vers l'entrée de la piste, où une pauvre silhouette chancelante, dérisoire, maculée de sueur et de poussière vient d'apparaître. C'est le second, c'est Thomas Hicks. Cruel public, l'accueil est froid. Dame, il y a une telle différence de classe entre le vainqueur et cette épave agonisante. Aura-t-elle seulement la force d'accomplir le dernier tour de piste? Elle réussira, avant de s'écrouler inconsciente dans l'herbe. Quand il refait surface, quelques minutes plus tard, un pâle sourire éclaire le visage de Thomas Hicks, qui est clown de son métier. Il murmure « Ça a été dur, mais enfin c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai gagné. » Ceux qui l'entourent se regardent inquiets. L'effort surhumain qu'il a produit n'a-t-il pas perturbé sa raison? Quand on se résigne à lui apprendre la vérité, à savoir qu'il n'est que le second et que le vainqueur l'a précédé d'un bon quart d'heure, du coup il retrouve ses forces pour crier au scandale. Et il trouve de l'écho, comme Newton 4 ans plus tôt, mais non sans raison cette fois. Des commissaires qui ont suivi l'épreuve et fait des pointages sont formels. À partir du moment où il a pris la tête, jamais X n'a été doublé. Le jury prend de haut cette affabulation. Quoi? On voudrait qu'il se déjuge? Mais les témoignages affluent à présent. Il faut se rendre à l'évidence,
Lords a triché. C'est la panique. On part à la poursuite de Miss Roosevelt qui s'est retirée. On recherche le photographe qui a pris la photo. On s'empare de son appareil et on détruit la plaque qui officialisait la bévue. Quant au tricheur, il parade toujours sur la pelouse, au milieu de ses admirateurs. Accusé, un court moment, il va jouer les offensés avant de passer sportivement aux aveux. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre parmi les spectateurs. La tension est proche de l'émeute dans les tribunes. Une pluie de projectiles en tout genre s'abat sur l'imposteur qu'il faut protéger pour regagner les vestiaires, où il aura tout loisir de méditer sur la fragilité de la notoriété et la versatilité du public qui brûle plus vite encore ce qu'il a adoré l'instant d'avant. Mais Dieu merci, au palmarès du marathon des Jeux Olympiques de Saint-Louis, figure donc le nom d'un vainqueur irréprochable, Thomas X. Ouf, la morale est sauve. C'est peut-être allé un peu vite. À quelques kilomètres de l'arrivée, X s'est arrêté épuisé. Il a fallu lui injecter 2 doses de sulfate de strychnine et lui faire absorber une bonne rasade de cognac français pour qu'il reparte. Alors rien. La France ayant par ce biais concouru à sa victoire, nous n'aurons pas le mauvais goût de mettre en doute la validité de cette épreuve. Une autre version a circulé concernant l'attitude de Fred Lords. On a prétendu que sa supercherie avait été préméditée avant le départ, qu'il se serait volontairement attardé et qu'une voiture l'attendait à un endroit convenu pour le transporter clandestinement jusqu'à quelques kilomètres de l'arrivée. Cette hypothèse est peu plausible. Elle est d'autant moins que Lords était un excellent coureur. La preuve, requalifié, il participa en 1905 au marathon des championnats américains et le gagna, bel et bien avec ses jambes, et sans le secours cette fois d'aucun moyen mécanique.